Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 heures, mardi 23 février. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Direction Chambéry pour commencer, où la ville se porte candidate à une expérimentation pour la réouverture de ses lieux culturels. Le maire a adressé une lettre au ministère de la Culture. On verra les détails dans ce journal. Et puis on passera jusqu'à la frontière genevoise, à Ferney, où Voltaire s'est installé pour y passer les dernières années de sa vie. La commune a reçu une dotation rarissime d'une trentaine d'œuvres du philosophe, éditées en Suisse. Jean-Paul Crispy a suivi ce legs pour nous. Et on ouvre donc ce journal avec un courrier adressé à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Le maire de Chambéry souhaite faire de sa ville une candidate expérimentale pour la réouverture des espaces culturels sous protocole sanitaire. Les précisions de Sébastien Germain. Cela fait presque 4 mois que ces horaires d'ouverture n'ont plus aucune signification pour ces établissements culturels de Chambéry, fermés depuis le 30 octobre 2020. Pour lutter contre un certain immobilisme de la part du gouvernement, le maire a décidé d'essayer de faire bouger les choses en interpellant directement Roselyne Bachelot. Dans une lettre adressée à la ministre de la Culture, Thierry Repentin milite pour une réouverture de plusieurs lieux culturels de sa commune. On a échangé avec un certain nombre de maires de France, je pense au maire de Bordeaux, le maire de Nancy, le maire de Bourg-en-Bresse par exemple, et les associations qui nous représentent sont unanimement sur cette lecture qu'il y a cette incompréhension à la fois de la population, mais des maires qui sont en charge de la gestion de lieux publics, qu'on refuse aujourd'hui cette ouverture à la culture dont on a tant besoin. D'où cette démarche avec quelques-uns pour finalement aussi aider la ministre de la Culture en interne au gouvernement pour pouvoir arracher l'ouverture des lieux culturels le plus rapidement possible. Pour justifier sa demande, Thierry Repentin met en avant les protocoles sanitaires mis en place dans ces établissements. Il s'appuie aussi sur des récentes études qui montrent que le risque de propagation du virus y est moindre à l'intérieur des musées et autres salles d'exposition. Le pourrait être sur un mode expérimental pendant 3 ou 4 semaines, avec un protocole que nous pourrions arrêter avec les autorités d'État, puis au bout de 3 ou 4 semaines, on fait un bilan pour savoir comment les choses se sont passées, s'il y a eu parmi les personnes qui sont venues visiter des cas Covid nouveaux, et donc on pourrait le faire par exemple sur le musée des Beaux-Arts où il y a une magnifique exposition qui a été accrochée au mois de décembre et que personne n'a encore pu voir aujourd'hui. Et effectivement, au musée des Beaux-Arts, Caroline Bongard, la directrice, commence à trouver le temps long après une si longue fermeture. Elle est donc en première ligne pour rappeler le besoin pour tous d'un accès à la culture. C'est très difficile d'être considéré comme non essentiel, je vous avoue. Je ne peux pas vous dire autre chose. Pour moi, les institutions culturelles sont des lieux pour mieux vivre, pour comprendre le monde, pour s'ouvrir à d'autres expressions, à d'autres opinions, à d'autres visions du monde. Et donc, bien sûr, nous servons peut-être à affronter les difficultés de vivre. Au total, ce sont 7 endroits chambériens dédiés à la culture qui pourraient accueillir du public si Roselyne Bachelot répond positivement à la demande de Thierry Repentin. Et passons à un cri du cœur à Ugine, où les habitants sont en colère et ils le font savoir. L'école élémentaire du Crèche-Chérel va fermer ses portes à la fin de l'année scolaire. Une décision fortement contestée par les parents des jeunes écoliers qui se mobilisent à l'encontre de cette décision. Vous le voyez sur ces images envoyées par le collectif. Leur pétition a déjà recueilli 1700 signatures en 15 jours. Le maire, lui, justifie cet arbitrage par la volonté de sauvegarder 2 postes d'enseignants qui seraient supprimés sur sa commune, faute d'effectifs suffisants. Les 92 élèves devraient rejoindre les bancs de l'école Pringolier à la rentrée prochaine. On reviendra sur cette carte scolaire en Savoie en fin de semaine. Et si les vacances de février redonnent un peu le sourire aux stations, de nombreux acteurs de la montagne, eux, sont inquiets. Valoir Réservation, par exemple, s'interroge sur la pérennité de sa structure. En charge de la commercialisation de la majorité des hébergements et des prestations touristiques de la commune, la centrale est la plus importante de France en termes de ventes cumulées. Elle estime ses pertes à 4,5 millions d'euros cet hiver. Les aides de l'État ne lui permettront d'en couvrir qu'une faible part. Une aide insuffisante selon son directeur Thierry Durand. Victoria Lopez l'a contacté cet après-midi. On l'écoute. Aujourd'hui, on a à peu près seulement une trentaine de pourcents de ces séjours qui se voient confirmés et donc 70% d'annulation. Et donc, en fait, des revenus qui sont en chute libre, tout simplement. Alors qu'en fait, la masse de travail nous concernant est au moins identique aux autres années, voire supérieure, puisqu'en fait, on doit avoir une double gestion, à la fois pour les réservations et ensuite pour les annulations. Notre demande,
c'est tout simplement que l'indemnisation qui est mise en place soit calculée d'une manière différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ce calcul d'indemnisation est basé sur le chiffre d'affaires pour l'ensemble des entreprises du secteur S1 dont nous faisons partie et avec une indemnisation basée sur 20% du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que les agences de voyage ont une spécificité, c'est que le chiffre d'affaires se confond avec la marge comptablement. Ce qui veut dire que par rapport à l'ensemble des autres entreprises, les montants d'indemnisation sont beaucoup moins importants. Donc, ce qu'on souhaiterait tout simplement, alors pour les agences de voyage, et peut-être comme toutes les autres entreprises, en fait, c'est que les indemnisations ne soient plus basées sur le chiffre d'affaires, mais en fait basées sur les charges, sur un pourcentage des charges, ce qui nous semblerait un calcul beaucoup plus juste, en fait. Et ce soir, nous nous intéressons à la profession des guides de montagne qui voit son activité bouleversée avec la crise sanitaire. Ce soir, je reçois le président du syndicat national des guides de montagne, qui est également guide à Courchevel et aux Écrins. Bonsoir, Dorian Labeille. Bonsoir. Vous venez d'accéder à la tête de ce syndicat. La casquette est un peu lourde à porter en cette période de crise. Quelle sera votre priorité au cours de ces prochains mois ? Oui, effectivement, la situation, elle n'est pas idéale. Après, on va dire qu'elle a déjà beaucoup évolué depuis le printemps. Au printemps, c'était très difficile à vivre pour les guides de montagne parce que du coup, elle nous a complètement amputé de la saison de ski de randonnée qui commençait toute la partie de raid à ski, on va dire, en haute montagne, de refuge en refuge. Donc, mars, avril, mai, c'est des gros mois de travail pour les guides. Donc l'année dernière, on était très inquiets. Après, on a quand même eu des indemnisations qui ont été à un niveau suffisant pour sécuriser la profession. Aujourd'hui, cet hiver, les clients ont besoin de s'aérer et du coup, même si les stations sont fermées, on est impacté dans notre activité, mais c'est assez contrasté d'un massif à l'autre. On a des massifs comme Chamonix qui dépendent beaucoup d'une clientèle étrangère ou alors des stations comme la Tarentaise pour qui c'est compliqué parce qu'il y a donc pas d'étrangers. Par contre, il y a un certain nombre d'endroits où il y a quand même beaucoup de Français et nous on fait du ski de randonnée depuis toujours. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de remontée mécanique, ils se tournent naturellement vers nous. Donc, on a des nouveaux clients, plus nos clients réguliers qui viennent et qui ont besoin de s'aérer. Donc, on va dire que la situation cet hiver est plutôt correcte. Et puis, on a des indemnisations qui, au niveau des individus, est suffisante. Après, sur les structures, c'est un petit peu plus compliqué, notamment sur tout ce qui est la partie voyage, parce que les guides voyagent pas mal avec leurs clients. Donc, tout ce qui est agence de voyage, l'activité de tout compris, elle est très impactée et c'est assez compliqué de pouvoir se faire indemniser sur ces structures-là. Donc on est un petit peu plus inquiet sur les structures partenaires ou les structures qui sont propriété des guides. Donc notre priorité là, pour les prochaines semaines et prochains mois, ça va être de pouvoir un peu mieux se projeter, de pouvoir faire revenir les clients étrangers et puis de pouvoir s'organiser un peu plus en avance. Parce qu'aujourd'hui, les règles changent d'une semaine sur l'autre, d'un mois à l'autre. Donc c'est très compliqué de pouvoir se projeter. Ouais. Par exemple, toute la saison de ski de rando qui commence, enfin, qui est déjà en route aujourd'hui, mais qui va s'intensifier sur les raids à ski où on a besoin d'avoir des refuges gardés et ouverts. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse officielle qui vont pouvoir ouvrir au mois de mars, avril, mai. Idem sur la saison d'été, on en a fortement besoin pour nos activités d'alpinisme. Donc la priorité des prochaines semaines, ça va être de travailler en coordination avec les services de l'État, avec tous les acteurs socio-économiques pour qu'on puisse garantir l'ouverture de ces refuges et avoir une saison, avoir un retour à la normale progressif. Est-ce que justement votre clientèle a changé cette saison ? Oui et non. On a toujours notre clientèle de fidèles, d'habitués. Voilà, les gens qui vivent en ville. Ces périodes de confinement, ça a été des périodes très compliquées pour eux. Et on est resté beaucoup en lien avec eux, à leur donner des messages d'espoir. Et quand ils ont pu revenir faire des projets, eh bien, ils sont revenus naturellement. Donc ça, c'est une clientèle. Le cœur de notre clientèle est toujours la même et elle n'a pas changé. Par contre, sur les clients de stations de ski qui ont quand même voulu venir et qui sont là, il y a une partie des gens qui sont quand même venus. Et bien ceux-là, ils ont envie de découvrir des nouvelles activités puisqu'il n'y a pas de ski alpin. Et là, on a des gens qui s'initient au ski de randonnée. Donc on voit pas mal de gens qui s'initient tout seuls sur les pistes préparées par les stations.
mais également qui viennent nous voir et être encadrés par des guides. Donc on a quelques nouveaux clients et c'est plutôt une bonne chose. C'est une opportunité pour eux de découvrir une nouvelle activité et on le fait avec grand plaisir. C'est pas un peu la guerre pour louer le matériel de ski de rando, justement, en ce moment? Ouais, alors ça c'est une des grosses problématiques qu'on a, c'est que le marché n'est pas adapté. Quand on bascule une grosse partie des gens qui étaient en ski alpin sur du ski de randonnée, l'offre de location est pas du tout adaptée par rapport à la demande. Donc effectivement, nous on a pas mal de guides en station qui pourraient travailler, qui peuvent pas parce que les clients ne trouvent pas de matériel. Ça c'est une problématique mais qui est difficile à résoudre en l'état. On fait avec les moyens du bord. En automne dernier, un nouveau partenariat s'est noué entre la profession des guides et Météo France. Vous êtes leur nouvelle sentinelle en montagne depuis la crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle mission quotidienne vous remplissez pour eux? Oui, effectivement, c'est un projet de partenariat qui a été donc officialisé par une convention signée en décembre 2020, mais c'était un projet qui était antérieur à cela. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Météo France pour créer ce partenariat. Donc on va dire que c'est quelque chose qui était indépendant de la crise du Covid, mais qui vient être mis en lumière à cette occasion. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, notre demande antérieure, c'était de dire que les bulletins d'estimation des risques d'avalanche, ils n'étaient pas toujours complets du fait de l'information dont Météo France dispose. Météo France, pour faire ces bulletins, il dispose de stations de mesure automatique qui sont réparties un petit peu dans les massifs montagneux. Il y en a relativement peu. Et puis des observateurs qui sont des pisteurs, des remontées mécaniques. Et par contre, dès qu'on sort des stations ou qu'on va plus haut en altitude, ou en dehors des dates d'ouverture de stations de ski, eh bien, Météo France disposait de peu d'informations. Et ce qui fait que pour la pratique des guides, quand on va en haute montagne ou en fin de saison, on fait encore du ski de randonnée, eh bien, on avait peu d'informations disponibles à travers les bulletins. Donc notre idée, c'était de dire qu'on a beaucoup de guides sur le terrain en permanence et de profiter de notre capacité d'observation pour ramener de l'information vers Météo France pour enrichir leurs bulletins. Donc c'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps à se structurer, qui a été officialisé en décembre. Et l'actualité fait que c'est particulièrement intéressant cette année parce que les stations sont fermées, donc Météo France disposait de peu d'informations. Donc ce nouveau partenariat nous permet à des guides qui sont formés pour cela. Hein. Donc on a commencé sur 3 départements, donc la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes. Il y a deux départements qui fonctionnent à l'heure actuelle, c'est la Savoie et la Haute-Savoie, parce il a fallu trouver des financements pour financer le travail des guides sur le terrain, parce que c'est pas des journées qu'ils font avec leurs clients, c'est des journées dédiées à l'observation du manteau neigeux. Donc c'est le lancement de ce partenariat, il se passe plutôt bien. Et il y a des bons retours à la fois des guides sur le terrain et puis bien sûr de Météo France. Et les départements s'intéressent maintenant de près à cette proposition et commencent à financer ce partenariat. Donc c'est une bonne chose et ça permet d'améliorer l'information disponible pour Météo France et donc du coup pour l'ensemble des pratiquants. Ces derniers temps, les touristes cherchaient plutôt la disponibilité d'un guide plutôt que d'entretenir une relation de fidélité avec lui. La tendance s'est inversée pendant cette crise sanitaire. Je pense que la profession de guide de haute montagne, c'est une profession qui est un petit peu à part par rapport à pas mal de professions de sport de plein air, dans le sens où on fidélise beaucoup nos clients et on noue à travers le temps une relation privilégiée, amicale. Et donc c'est des liens humains qui sont assez forts. Et donc lors des confinements, on est resté en contact avec nos clients avec qui on ne pouvait pas aller en montagne. Et puis, on a continué à leur envoyer des images, à échanger sur leurs difficultés de ne pas pouvoir aller en montagne, de ne pas pouvoir prendre un bol d'air pour se ressourcer. Et le fait de pouvoir échanger avec nous, c'était aussi une manière de continuer à rêver. Et on se rend compte qu'ils avaient été en forte demande. Ça a plutôt décuplé leur envie de montagne qu'autre chose. Et ce qui fait que quand ils sont retournés, qu'ils ont pu retourner en montagne, on était prêt à les accueillir et ça a plutôt renforcé cette relation-là. Donc ça c'est vraiment le côté qui est intéressant, c'est que nous on se rend compte de notre point de vue de professionnel d'encadrement en extérieur que c'est un besoin fort pour les gens et le confinement ça a peut-être mis ça un peu plus en avant, que la connexion à la nature, au grand air, c'est pas un luxe en fait, c'est quelque chose qui est important pour l'équilibre de la plupart des êtres humains.
qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Et le fait d'en être privé pendant un certain temps, ça a manqué à beaucoup de gens et ça a fait ressortir la valeur ajoutée qu'on peut leur amener en étant à la fois porteur de rêves et les aider à construire et à réaliser leurs projets. Donc ça, voilà, je dirais que ça a renforcé cet aspect humain de notre métier cette importance de la connexion à la nature. Bien, on terminera sur ces belles paroles. Merci Dorian Labeille d'avoir été présent avec nous ce soir. Place à notre série de la semaine maintenant. Sébastien Germain est allé à la rencontre de 3 acteurs de la station des Saisies pendant cette saison si particulière. Pour ce premier épisode, focus sur un restaurateur du domaine. Il a plaqué sa vie parisienne pour venir s'installer en station avec sa femme. C'est le genre de rêve d'une vie que l'on ne fait qu'une seule fois durant une existence. Il y a maintenant 1 an et demi, Éric et Marilène Guillet, qui travaillaient dans le domaine médical, décidaient de quitter leur Île-de-France pour acheter un restaurant à la montagne. Leur rêve est désormais exaucé et les voilà aujourd'hui heureux propriétaires de l'Écouelle aux Saisies. Comme on aimait bien la montagne, on s'est dit pourquoi pas une activité en station de ski, une activité de restauration en station de ski. C'est-à-dire que c'est un des premiers métiers qu'on a fait ensemble, c'était en 1995. Ouais, c'est ça. 95, on avait pris en gérance un restaurant à Argelès-sur-Mer, ça nous avait beaucoup plu. Après, à cette époque-là, on était jeunes, hein. On n'avait pas pu continuer. Et on s'est dit, pourquoi pas revenir sur ce type d'activité. Malheureusement, la Covid-19 est passée par là. Et la pandémie a mis un sacré coup de frein à l'enthousiasme du couple, qui a choisi pourtant de faire contre mauvaise fortune bon cœur pour cette saison hivernale si particulière. C'est une saison, j'allais dire, sans vacanciers, mais pas tout à fait. Il y a des vacanciers, mais c'est pas effectivement... c'est pas tout à fait ce qu'on espère, mais non, il n'y a pas du tout de regret. Après, voilà, c'est les aléas de la vie font qu'on a acheté le restaurant au moment où le coronavirus est arrivé. Bon, je dirais que c'est pas de chance, mais c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de regret. L'Écouelle a donc rouvert le 6 février dernier pour la période des vacances scolaires. Exit donc la carte traditionnelle et place à une formule simple qui marche plutôt bien auprès des vacanciers. 4 plats et un choix d'une dizaine de pizzas cuites au feu de bois. Le tout à emporter. Monsieur est donc devenu pizzaiolo après avoir suivi une formation et madame s'occupe à temps plein du click and collect et de la livraison dans la station le soir. La crise économique n'a pas épargné Éric et Marilène. De 17, l'effectif est passé à seulement 3 personnes et le chiffre d'affaires a baissé de 95% en un an. Mais malgré tout, le Savoyard d'adoption n'aspire qu'à une seule chose, pouvoir retravailler le plus normalement possible. On a beau refaire la décoration, on a beau dépenser l'énergie et l'argent qu'on souhaite dans l'établissement, c'est pas nous qui décidons de la réouverture. Donc l'avenir, on l'imagine, on espère, on en est à espérer qu'on pourra ouvrir cet été. C'est un peu pour cet hiver, on est convaincu que c'est fini. Malgré que ça n'a pas encore commencé, mais on en est à espérer pouvoir ouvrir cet été. Voilà. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de nous. 2020 et 2021 auront marqué à coup sûr le destin d'Éric et Marilène Guillet. Mais une chose est certaine, pour eux, le jeu en voudra toujours la chandelle. Et demain, pour le 2e épisode de notre série de la rédaction, rencontre avec un loueur de ski installé depuis 18 ans dans la station. Et la restauration reste une priorité pour la préfecture de la Haute-Savoie qui assure aux professionnels du BTP des lieux chauffés cet hiver. Au terme d'une réunion entre les professionnels, l'association des maires et la restauration, le préfet autorise les communes volontaires à mettre à disposition des salles communales à ses salariés. L'objectif, leur permettre de se restaurer à l'abri et au chaud dans le respect des conditions sanitaires. Autre mesure, la signature d'une convention entre les entreprises du BTP et les restaurants durement frappés par la crise. Ces salariés seront autorisés à venir se restaurer sur présentation de leur carte professionnelle. Quelques restaurants dédiés aux transporteurs routiers font également partie de la liste. On en compte une toute petite vingtaine sur le département. Partons en direction de la frontière genevoise à Ferney, la terre d'accueil de Voltaire, où le philosophe des Lumières a passé les dernières années de sa vie. La commune vient de recevoir une dotation riche et inattendue, une rare édition des œuvres philosophiques de l'auteur de 30 volumes, éditée par la maison Crémer à la fin du XVIIIe siècle. Pour la commune, ce don est un pont précieux entre la figure de Voltaire et notre vie contemporaine. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Au nom de leur père, André Martin, physicien au CERN et passionné de littérature, ses enfants ont légué à la commune de Ferney un ensemble complet des œuvres de Voltaire, écrivain pamphlétiste et philosophe des Lumières.
Cet ensemble précieux de 30 volumes, abondamment illustré par des planches d'après Gravelot, est la première édition des œuvres complètes de l'écrivain, éditée après sa mort. Une édition rare, réalisée par les frères Kramer, établis à Genève entre 1768 et 1777. Il en a tellement fait, et l'écriture, c'est juste une facette de Voltaire. Et il en a tellement d'autres. Donc c'est vrai que c'est minime, mais en même temps, d'avoir une collection complète, c'est gigantesque. Ça a été une émotion très très forte de les voir sur la plus haute étagère de la bibliothèque, comme ça, rangés, de façon un peu anonyme, et de les voir renaître à la vie, et puis en plus dans la ville de Voltaire, c'était vraiment très très fort, un moment assez intense. Donc oui, c'est un beau cadeau, malgré les contraintes que nous aurons pour les maintenir en l'état, pour les sauvegarder et puis voilà, faire la passation aux générations futures. C'est magnifique cadeau, magnifique. Pour la commune de Ferney-Voltaire, le don de cette édition nécessite désormais des obligations de préservation et de mise en valeur. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau qui est précieux, qui nous donne des obligations. Alors bien entendu, on doit réfléchir maintenant pour cette mise en valeur de cette collection. On en a d'autres, hein. On a des éditions de Kiel qui sont aussi précieuses. On a aussi plein de dons divers, de la poterie. À Ferney-Voltaire, c'est un pays de potiers. Et là, ça nous oblige bien entendu à réfléchir à un lieu. Indissociable de Voltaire, la ville de Ferney abrite toujours sur ses hauteurs la demeure du patriarche, une maison acquise en 1758. Sur la terre de sa liberté, Voltaire mena tous ses combats contre les injustices et l'obscurantisme. Entre ses murs, il écrira son célèbre traité sur l'intolérance, une œuvre majeure publiée en 1763. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et on se quitte avec ce live diffusé sur le compte Instagram de Vianney qui s'est rendu à Saint-Gervais face au Mont-Blanc pour improviser un concert outdoor. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Sébastien Germain nous emmène au Zaillon Margéria dans les Bauges. Focus sur les différentes activités prévues dans la station. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain dès 18h pour un nouveau journal. Prenez soin de vous.